Bonjour, je suis Xavier Fernandez, professeur à l'Institut de chimie de Nice, Université Côte d'Azur. Je suis spécialiste de la chimie des plantes aromatiques et médicinales, phytochimiste pour être plus précis. Et donc je vais venir vous parler des plantes à parfum oubliées, l'étude de plantes qui ont été oubliées de la parfumerie pour mieux comprendre les causes de leur oubli, mais aussi tenter de les remettre au goût du jour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi. Un peu de pression, hein. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, merci aux organisateurs pour m'avoir donné l'opportunité de venir vous présenter ces travaux aujourd'hui. Je vais commencer par vous demander un petit peu d'indulgence. Je ne suis qu'un modeste chimiste et j'espère ne pas donner trop d'approximations botaniques au cours de cette présentation. En tout cas, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, je vais vous parler de quelque chose que tout le monde connaît, je dirais peut-être encore plus vous, puisque le parfum, c'est quand même un produit de notre quotidien qui nous entoure, qui doit certainement en fasciner certains d'entre vous. En tout cas, qui a fasciné l'humanité depuis ses tout débuts. Si on se replonge un petit peu en arrière, les premières civilisations, les premiers hommes ont déjà été fascinés par le parfum. Donc c'est vraiment un produit qui a traversé les âges, avec une importance qui a toujours été présente au cours de cette histoire de l'humanité, des utilisations qui ont un petit peu varié, mais qui sont toujours assez proches aujourd'hui, même si les importances ont pu varier. Et donc, voilà, on va faire aujourd'hui un parcours très interdisciplinaire autour du parfum, bien sûr des plantes à parfum, de la chimie de ces plantes, mais également l'histoire et plein de sujets qui sont autour de ce sujet. Alors, remettons-nous un petit peu en arrière, c'est vrai qu'on comprend aisément le côté mystique du parfum à travers ses premières utilisations. Et le parfum, c'est un des rares produits qu'on perçoit mais qu'on ne voit pas. Alors imaginez, c'est les populations les plus anciennes, le désarroi qu'ils pouvaient avoir en mettant un bois dans le feu ou des feuillages dans le feu, et d'une espèce à une autre, ça sent peu, ou l'odeur est très intense. Et donc tout de suite, on commence à comprendre ce côté mystique du parfum. Il se passe quelque chose d'étonnant, je n'arrive pas à l'expliquer. Donc forcément, c'est des divinités, c'est nos défunts qui sont en train de communiquer avec nous. Et donc on comprend facilement cette utilisation liée au sacré, à la religion, qui est toujours présente aujourd'hui de nos parfums. Et puis c'est également finalement la première forme de parfum, c'est de là que le nom vient, l'étymologie de parfum, c'est perfumum, à travers la fumée. Donc c'est tout simplement les premiers parfums qui étaient des parfums à brûler, les formes assez rudimentaires qui ont été utilisées. Alors, le parfum a beaucoup évolué, bien évidemment, au cours du temps, et puis il a été, pendant des millénaires et des millénaires, quelque chose de très empirique, basé sur des essais itératifs, de formules qui se rapprochent plus de la cuisine que de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc à travers les âges, le parfum a toujours été utilisé avec des formules qui ont évolué, de base comme ça de parfum brûlé ou de base grasse, comme ça a été le cas pendant très longtemps, puisque nos ancêtres avaient rapidement identifié que les corps gras avaient la capacité de piéger les odeurs, et donc les premiers parfums étaient des huiles parfumées, des onguents, jusqu'à nos parfums alcooliques aujourd'hui qu'on connaît. Bon, voilà, il y a eu une évolution au cours du temps, mais pendant très longtemps, c'était voilà, de l'essai, erreur, et donc l'atelier du parfumeur, comme il est présenté ici, ça se rapprochait plus d'une cuisine que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et au cours du temps, les choses ont évolué, et donc vous voyez quand même, on est quand même bien loin de notre atelier de parfumeur. Aujourd'hui, l'industrie de la parfumerie, avec la révolution industrielle et surtout la révolution de la chimie au XIXe siècle, c'est devenu ce qu'on voit sur ces quelques photos, donc une évolution qui est assez importante. Alors, si on regarde cette évolution, l'apport de la chimie est extrêmement récent, même si ces premières formules étaient de la chimie et des composés odorants, mais l'apport de la synthèse organique qu'on va aborder rapidement tout à l'heure est assez récente. Et si on regarde cette histoire, l'évolution des parfums, donc il y a un certain nombre d'ouvrages, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez important, le parfum et le médicament ne se distinguent qu'à la fin du Moyen-Âge. Pendant très longtemps,
les parfums étaient des médicaments et les médicaments étaient des parfums. Alors ça, pour nous, c'est très précieux, parce que beaucoup d'écrits, beaucoup d'ouvrages de médecins en particulier antiques, ont pu être présents, ont pu perdurer parce que c'était de la médecine et il y avait des ouvrages. Donc il y a quand même beaucoup de données dans la littérature, beaucoup de travaux, certains qui font référence, en particulier les ouvrages de Dioscoride, de Théophraste, de Pline, qui donnent des indications sur le parfum plus ou moins précises. Donc si on regarde cette histoire, ces ouvrages, ces formules, on peut identifier, alors bien sûr c'est que des matières premières naturelles, dont certains sont encore utilisés aujourd'hui, hein, donc vous voyez là une formule d'un parfum très célèbre, hein, rien que cette histoire-là, elle mériterait d'être contée, mais malheureusement je n'ai pas trop le temps sur ce parfum qui est lié aussi avec des histoires assez savoureuses. Donc on retrouve des matières premières qu'on connaît bien, et puis on peut en trouver d'autres à chaque fois qui sont aujourd'hui inconnus de l'orgue du parfumeur et qui ont disparu à travers les âges. Alors, une grande explication, mais ce n'est pas la seule, hein, c'est le développement de la chimie de synthèse. Hein, dès qu'on a commencé à maîtriser la composition moléculaire des odeurs, les chimistes se sont amusés à décomposer la matière, identifier les composés odorants d'intérêt, et puis ensuite, à partir de la fin du 19e siècle, d'être en capacité de les resynthétiser et d'avoir ces molécules qu'on appelait pendant longtemps des molécules identiques nature, c'est-à-dire que le chimiste reproduit mais qui sont présents dans la nature. Et donc ce monde du parfum a complètement été bouleversé parce que dans certains cas, certains composés odorants de synthèse sont beaucoup plus simples à produire, à fournir et permettre beaucoup moins de difficultés dans la formulation au cours du temps et ont commencé à substituer des composés venant d'origine naturelle. Et puis nos habitudes avec le parfum ont beaucoup changé. Hein, aujourd'hui, vous voyez, on est dans un mode de consommation très zapping, on change beaucoup de parfums, le nombre de parfums qui sont lancés chaque année est assez impressionnant. Aujourd'hui, on lance plus de 2000 parfums par an. Uniquement quelques dizaines vont passer le cap de quelques années et finalement ça tient sur les doigts de la main ceux qui traversent un petit peu les âges. Alors c'est sûr qu'on a tous en tête numéro 5 de Chanel, Trésor, donc on connaît tous, mais ils sont très peu nombreux ces parfums qui ont traversé les âges. Alors on s'est intéressé à ce sujet. Et bon, c'est toujours un petit peu étonnant finalement. Moi, si on m'avait dit il y a 20 ans que je serais là aujourd'hui pour vous raconter cette histoire, ça m'aurait fait sourire parce que mes travaux en lien avec l'archéologie, mes travaux en lien avec l'histoire étaient proches de zéro. Donc la vie est un petit peu étonnante. Mais j'ai eu l'occasion de plonger un petit peu dans cette histoire des parfums, tout simplement parce qu'au début de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé sur les gommes résines, hein, tous ces exudats végétaux, l'encens, la myrrhe, le benjoin, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en partenariat avec des entreprises grassoises pour des extraits modernes, hein, donc vraiment le travail de chimiste qui s'intéresse à ces gommes résines. Et ça a amené un archéologue qui m'a beaucoup appris, Jean-Pierre Brun, qui à l'époque était directeur de recherche au CNRS dans un labo mixte entre l'école de Rome et le CNRS, hein, donc il fouillait à Pompéi, il était basé à Naples, et donc un jour il me contacte en me disant j'ai lu tes publications sur les gommes résines, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien étudier les parfums à l'Antiquité, mais j'ai besoin d'un chimiste. Et donc, finalement, comme quoi on peut toujours continuer à apprendre au cours de sa carrière, puisque ça a vraiment été, en tout cas pour moi, de compagnonnage de formation en archéologie et en histoire. Bon, Jean-Pierre, pendant comme ça une dizaine d'années, m'a initié à l'histoire et à l'archéologie des parfums. Et donc on a travaillé pendant très longtemps sur les parfums antiques et qui a été le démarrage de cette activité de recherche pour mon équipe. Alors, tout ça a duré une dizaine d'années, et puis, bon, vous savez très bien que la recherche publique, hein, on est lié à une recherche de financement, à un certain nombre de difficultés, et donc cette étude des parfums antiques s'était arrêtée par la rédaction et la publication d'un ouvrage qui venait un petit peu clôturer les travaux, mais on avait déjà, dans la rédaction de cet ouvrage, été confronté aux plantes oubliées de la parfumerie, pourquoi elles ont disparu, comment on peut expliquer ça. Bon, mais là, c'était pas l'objet de l'étude. Et puis, un groupe que tout le monde connaît, hein, avec une identité,
je dirais, du Sud très forte, l'Occitanie en Provence, nous contacte en nous disant mais ce sujet-là nous intéresse. Alors initialement, vraiment dans un objectif de médiation scientifique et de vouloir mécéner le Musée international de la parfumerie pour étudier, communiquer autour de ce patrimoine olfactif, des plantes qu'on a perdues, de replanter des plantes pour tout simplement vulgariser cette information, essayer de mieux comprendre pourquoi on les a oubliées, et donc nous a sollicité pour un projet de recherche. Alors, un projet de recherche, je dirais même presque plus une enquête, parce que on s'est vraiment penché sur quelque chose qui est lié à de l'interdisciplinarité et un vrai travail de détective qu'on ne peut pas mener tout seul pour identifier, mieux comprendre ces notions. Alors la première étape, c'est recenser. Et donc, vous voyez, listé sur la droite, le nombre d'interlocuteurs avec lesquels on a dû échanger pour approfondir et créer une base de données, se pencher dans des dizaines et des dizaines d'ouvrages anciens, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir, en particulier botaniques, parce que les descriptions à travers les âges étaient très difficiles. Donc l'identification d'une plante était, comme dans toute enquête, on avait des suspects, mais des fois pas toutes les preuves pour être certain de l'identification. Et donc un travail de fourmi pour identifier et construire une base de données. Alors cette base de données, l'objectif était bien sûr de recenser les plantes, déjà d'en savoir un petit peu plus à travers toute cette information dans la littérature et puis tous les enquêtes terrain et les interviews que nous avons réalisées pour en savoir plus sur leurs utilisations, commencer à avoir des hypothèses d'oubli, pourquoi cette plante a été perdue, quelles étaient leurs utilisations, les caractéristiques olfactives, pourquoi on les utilisait dans les parfums, ces parfums-là à quoi ils servaient, rappelez-vous, j'ai évoqué le rôle médicament-parfum, et donc de commencer à mener l'enquête. Alors bon, il a déjà fallu donner une définition de ce qu'on appelle plante à parfum oubliée, parce que rien que le terme déjà est pas simple pour figer un petit peu les choses. Donc on s'est basé sur l'oubli depuis une génération et la non-présence dans la parfumerie, je dirais classique, et pas des objets un petit peu odorants qui sont extrêmement niches. Donc voilà, tout un travail qui a été mené, ce qui nous a permis déjà d'identifier quelles étaient les raisons de ces pertes. Pourquoi ces plantes ont été perdues au cours du temps. Alors, il y a des explications qui datent et qui sont déjà très anciennes, qui sont liées, je veux dire, à l'écologie et aux ressources végétales qui ont pu se tarir au cours du temps. Il y a également l'évolution des goûts et des tendances. Il y a des odeurs, et on le sait très bien, qui se sont perdues au cours du temps, qui ont été tendances, mais plus appréciées, moins appréciées, et qui ont été perdues. Et puis après, il y a des causes beaucoup plus importantes, mais beaucoup plus récentes. Tout d'abord, la synthèse organique que j'ai évoquée tout à l'heure, quand la chimie a été capable de substituer et de produire certaines matières odorantes pour des raisons de rendement, de coût, un certain nombre ont été perdus. Et puis, encore plus récent, la réglementation, peut-être que vous ne le savez pas ou vous n'êtes pas sensible à ces questions, mais aujourd'hui les produits sont très réglementés et de nombreuses plantes ne sont plus exploitables parce que tout simplement, dans les ingrédients odorants qu'elles contiennent, il y a des substances réglementées qui limitent leur utilisation et qui font qu'on ne peut plus les utiliser. Donc tout ça, on l'a un petit peu mis dans cette chronologie. Alors vous voyez que résumer plusieurs millénaires d'histoire de la parfumerie en quelques dizaines de minutes, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais donc on voit, voilà, au travers du temps, les causes sont différentes, mais ont été identifiées. Alors, on a travaillé. Alors, je tiens quand même à remercier l'Occitanie en Provence, parce que c'est assez rare pour un partenaire industriel, puisque ils avaient aussi à cœur de communiquer sur ce patrimoine végétal et patrimoine végétal de l'humanité pour en savoir un petit peu plus. Et donc, on a pu arriver à faire le bon équilibre entre un projet de recherche avec des visées de finalité de développement de produits que je vais évoquer, ce qui n'est pas inintéressant, mais également la connaissance scientifique, produire, publier, communiquer, et je pense que c'est notable quand une entreprise est prête à mécéner ce type d'études qui sont amenées à être publiées avec un retour indirect pour le partenaire. Donc on avait ces deux approches, une approche à travers le Musée international de la parfumerie pour remettre en culture certaines plantes, avoir aussi tout le discours pour pouvoir
faire de la médiation scientifique et expliquer au grand public ces plantes, d'où elles viennent, pourquoi et pourquoi on les a oubliées. Et puis d'un autre côté, on avait un autre objectif de développement de produits et de tenter d'innover sur ces plantes oubliées de la parfumerie. Alors je vous rassure, on ne va pas faire un cours de chimie en quelques minutes, mais bon voilà, ça a été après un gros travail qui est résumé ici dans cette méthodologie, puisque une fois que ces plantes étaient identifiées, ensuite il fallait les sourcer, les obtenir pour pouvoir les étudier leur composition chimique, valider un certain nombre d'hypothèses. Est-ce que celles qu'on imaginait à travers l'étude des textes étaient validées par des analyses olfactives ou des analyses chimiques, et que notre hypothèse était validée, ou en tout cas en partie confirmée, et puis ensuite développer des ingrédients, étudier leur odeur en collaboration avec des parfumeurs pour aller jusqu'à de nouveaux ingrédients dans certains cas. Alors, deux exemples pour quand même un petit peu illustrer, et voir finalement comme des fois il y a des choses étonnantes. Et j'ai été le premier surpris dans ces études de plantes. Finalement, si on se penche sur un ouvrage que tout le monde connaît, puisque c'est le premier à avoir été imprimé, celui qui est le plus tiré au nombre, le plus traduit, et pourtant il y a peu de parfums dans la Bible. On étudie la Bible, il y a 2 parfums. Il y a ce qu'on appelle le parfum de l'autel des parfums, et puis après il y a l'huile d'onction qu'on applique au moment du baptême. C'est les 2 seuls parfums qu'on retrouve dans la Bible, donc il n'y a quand même pas grand-chose. Et malgré ce nombre restreint, finalement, on se rend compte que même dans la Bible, il y a des plantes à parfum oubliées, voire même des plantes un peu mystérieuses. Et là aussi, en science, il faut savoir être un petit peu humble, de temps en temps on l'oublie, mais il y a encore des choses où on n'est pas certain de ce qu'on dit, et nos hypothèses peuvent être encore amenées à interprétation. Donc vous voyez, cette citation de la Bible, où on identifie finalement 4 matières premières odorantes, le stacté, l'ongle odorant, le galbanum et l'encens. Alors si le galbanum, c'est facile, peu d'interprétation. L'encens, déjà, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que pendant très longtemps, l'encens, c'était les gommes résines. Donc, c'était pas l'encens qu'on connaît aujourd'hui, le bossuet-là. Mettons l'identification de l'encens moderne. Par contre, stacté, ongle odorant, pas mal d'identifications possibles. Bon, sur le stacté, rapidement, on va vers une matière première qui a été oubliée au cours du temps, qui est le baume de Judée, pourtant une importance dans l'histoire du parfum assez importante. L'ongle odorant, aujourd'hui, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Certains y voient une identification animale, avec un coquillage. D'autres y voient du végétal, avec une variété de cystes particulières, où on aurait cette petite image de l'ongle. Mais en tout cas, dans la littérature, rien n'est clairement affirmé. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été perdues, mais ça nous a permis d'identifier une plante oubliée de la parfumerie, et pourtant qu'on retrouve jusqu'au milieu du Moyen-Âge dans un nombre d'ouvrages incalculables, qui était le baume de Judée. Alors vraiment, le baume de Judée, on le retrouve dans un certain nombre de parfums. On retrouve des écrits où les Romains justifieraient leur invasion de la Palestine pour pouvoir maîtriser le commerce des baumiers de Judée. Donc c'est quand même quelque chose d'important, mais aujourd'hui complètement perdu. C'était la seule matière première dans l'huile d'onction initiale. Maintenant, elle est beaucoup plus odorante, mais au début, c'était juste du baume de Judée en solution dans de l'huile d'olive. Donc on voit quand même l'importance. Et pourtant, rien dans la littérature. Aucune notion, aucune information. Dès notre étude sur les parfums antiques, pourtant on y a beaucoup travaillé, on a essayé d'en avoir. Travailler et négocier avec les jardins botaniques, les conservatoires, les muséums pour avoir un échantillon de gomme, c'est compliqué. Des expéditions nous ont ramené, puis après les archéobotanistes nous ont dit non, finalement ça on n'est pas, on a mis beaucoup de temps. Et le hasard, des fois, peut expliquer des choses, finalement aux vicissitudes de la vie. On identifie un kibbutz en Israël qui veut replanter ses baumiers pour les remettre au goût du jour. On contacte la famille Ehrlich qui relançait ça. Alors c'était une époque qui était un peu moins complexe pour cette région du monde que c'est actuellement. Et donc on arrive à sourcer, à avoir comme ça une toute petite quantité de cet exudat pour l'étudier, le sentir, l'analyser et comprendre un petit peu les raisons de l'oubli. Alors bien évidemment, comme tout chimiste, nous on veut aller
regarder ce qu'il y a dedans, hein, identifier les molécules, sentir, avoir l'analyse olfactive pour mieux comprendre. Alors on est un petit peu déçu, hein, puisque rien de transcendant d'un point de vue composition chimique et composé odorant, mais bon voilà, on étudie avec les techniques les plus modernes pour en savoir plus. On a le profil olfactif finalement qui est très pinène, hein, donc qui est très résine de pin. Bon, on est quand même un petit peu déçu, mais comme ça, on peut étudier cette matière première. Bien évidemment, essayer de valoriser son huile essentielle, puisque s'il y a un produit moderne que la parfumerie peut utiliser, c'est l'huile essentielle, on peut publier, communiquer tout ça. Et puis un autre exemple, que j'imagine vous connaissez tous, l'aubépine. Donc l'aubépine, on ne le sait pas, hein, mais ça a un caractère parfum qui est très très fort. Hein, ça a été utilisé pendant très très longtemps avec une histoire des croyances qui sont dingues. Hein, il y a énormément de choses. Une utilisation en parfumerie qui est validée avec une véritable assertion. Donc les fleurs qui étaient utilisées, je termine juste 2-3 minutes de plus. Là, par contre, une cause de la disparition qui est assez simple, parce que si on étudie tous ces travaux sur l'aubépine, il y a un principe odorant, hein, l'anisaldéhyde, qui est très abondant, qui est simple à fournir comme molécule, et l'aubépine a été rapidement remplacée par la synthèse. Mais aujourd'hui, les techniques d'extraction du naturel ont beaucoup évolué. On peut faire plein de choses un petit peu nouvelles avec des facettes olfactives différentes. Et donc, on n'a pas résisté à étudier cette aubépine, à le remettre au goût du jour, à proposer les extraits qu'on a réalisés à l'Occitane, qui a vu un intérêt, qui s'est rapproché de producteurs de plantes. Hein. Ils ont tout un certain nombre d'acteurs au niveau des filières pour essayer de développer et d'identifier des producteurs pour relancer la filière aubépine française afin de réaliser des parfums. Donc là encore, hein, le travail de chimiste, étudier les extraits, avoir des rendements qui sont quand même acceptables pour un produit moderne, que cet extrait soit en conformité avec toutes ces contraintes réglementaires qu'on a évoquées pour tenter de proposer de nouveaux parfums et remettre cette matière première au goût du jour. Alors bon, l'étude a effectivement confirmé la présence assez importante de ce composé très majoritaire que la synthèse peut proposer, mais la richesse du naturel, c'est du mélange, et donc olfactivement, ça n'a rien à voir, cette molécule seule, que l'extrait d'aubépine qu'on a développé. Alors tout ça, bien évidemment, a été publié avec toutes ces compositions chimiques, ces hypothèses, bon, le travail de scientifique classique, mais moins classique, et vous savez qu'il faut des fois se satisfaire un petit peu de quelques petits plaisirs. C'est assez rare finalement dans une carrière de chercheur académique de voir le fruit de son travail dans une bouteille et dans un magasin. Hein, nous, le fruit de nos travaux, c'est des présentations comme aujourd'hui, des publications, des ouvrages qui sont lus par des communautés qui sont très souvent très restreintes et on se retrouve après entre nous. Mais bon, c'est pas un auditoire qui est gigantesque. Et donc c'est assez rare finalement quand très rapidement le fruit de son travail, on le voit générer de l'activité économique, générer des produits. Et aujourd'hui, l'Occitane a lancé une collection fleurs inoubliables. Bon, je vous rassure tout de suite, en termes de déontologie et d'éthique, moi j'ai pas de pourcentage dans les ventes, donc que ça marche ou ça marche pas, l'université a été intéressée certes, mais pas lié à des pourcentages, mais il vous suffit de faire quelques centaines de mètres pour pouvoir voir ces flacons, les sentir. Donc si un jour vous avez l'occasion de rentrer dans une boutique L'Occitane, il suffit de prendre un avion pour avoir cette occasion-là, donc on a toujours du temps à perdre, enfin on a toujours du temps perdu à l'aéroport, donc profitez-en pour sentir ces gammes. Et donc il y a un parfum à l'aubépine, noble épine, qui est aujourd'hui qui a été commercialisé. Donc, bien sûr, il y a tout ce travail de vulgarisation, un certain nombre de plantes où on a communiqué auprès du grand public. Les jardins du Musée international de la parfumerie à Montsartou, juste à côté de Grasse, il y a un carré des plantes à parfum oubliées avec des posters, des plantes qui ont été mis en culture avec les contraintes de remise en culture qu'on peut avoir dans un certain cas pour faire un parcours avec tout un discours qui est fait pour le grand public, pour les scolaires, pour les sensibiliser
à cette question. Donc là, c'est vraiment accessible au grand public. Donc vous voyez un travail extrêmement interdisciplinaire. Hein. Je ne pourrais pas citer toutes les personnes qui sont intervenues. Bien évidemment, je vais quand même citer Anne-Sophie Bouville, qui a réalisé sa thèse sous ma direction sur ce sujet, qui a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, mais avec un nombre de personnes incalculables qui ont apporté une contribution tout du long ou ponctuelle pour mieux comprendre, étudier. 800 plantes et on a un petit peu augmenté, donc vous voyez que c'est des années et des années encore de boulot. Hein. On en a étudié une petite trentaine, donc vous voyez que on pourrait encore en parler pendant des années et des années. Donc un sujet assez fascinant avec des plantes qu'on connaît bien, qui ont été utilisées, on ne le savait pas fortement, et un certain nombre de mystères qui ne sont pas encore résolus. Donc je vous remercie et toute mon excuse pour avoir un petit peu dépassé le temps. Merci. Très intéressant. On voit qu'on a une résurrection de plantes oubliées pour faire des parfums. Est-ce qu'on a de la domestication dans les plantes à parfum? Comme on a pu avoir de la domestication pour les légumes, dans le bricole, on a choisi des souches qui nous intéressaient. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui. Alors si on prend l'exemple le plus simple, c'est la rose à parfum, hein, la Centifolia ou la Damascena, qui a quand même... la rose s'hybride beaucoup, donc c'est pas simple, mais il y a de la domestication qui est faible. Hein. Le problème, comme je l'ai évoqué, c'est que l'histoire des plantes à parfum, qui est liée aussi à l'humanité, il y a eu un recul, presque une disparition dans les années 80. C'est-à-dire que les développements de la chimie ont fait que les filières de plantes à parfum, dans les années 80, ont quasiment disparu. Alors il y avait bien sûr les gros produits, lavande, lavandin, sauge, et encore avec les difficultés qu'on connaît, mais la chimie de synthèse prenait un tel essor qu'il y a eu un recul et beaucoup de pertes de connaissances. Les années 80 marquent un tournant, hein, le regain du naturel, un certain nombre de problèmes sanitaires ou même de scandales liés à des molécules, et qui fait que le consommateur aujourd'hui, il fuit la synthèse, même si ça aussi c'est un vaste débat, et il veut du naturel, donc à relancer les filières. Donc voilà, il y a un certain nombre de plantes qui ont réussi à traverser ces âges et qui sont domestiquées avec des croisements. Je prends le cas de la sauge clarée. Elle a quand même sacrément évolué. Les offices de développement des plantes à parfum ont beaucoup travaillé pour faire du croisement, pour optimiser, en particulier quand on connaît les odorants qu'on recherche dans ces plantes. Hein, donc la sauge clarée, il y a vraiment une molécule qui a été recherchée, donc il y a énormément de travaux qui ont été faits pour doper ce taux, et donc dans la domestication, les choses ont beaucoup évolué. Il n'y en a pas beaucoup quand même, il faut être honnête, quelques dizaines, je dirais. Merci beaucoup pour votre très belle présentation. Est-ce que l'on sait où et quand a été inventé l'alambic? Parce que le terme est d'origine arabe, apparemment, mais j'ai pas réussi à trouver plus de précision que ça. Ouais, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bêtises dans les informations qui sont véhiculées. Alors déjà, parce qu'il faut bien comprendre que le métal, pendant très longtemps, a été précieux. Donc on récupérait, on fondait, on faisait autre chose. Alors, l'ancêtre de l'alambic aurait, vous voyez que j'utilise quand même le conditionnel, hein, été identifié en Mésopotamie avec quelque chose finalement qui ressemble plus à un plat à tagine qu'un alambic. Hein, c'était de la terre cuite avec un chapeau, on faisait chauffer, on récupérait certainement et pendant très longtemps, et là c'est les premières erreurs d'un certain nombre de travaux dans la littérature, plus pour récupérer l'hydrolat que l'huile essentielle, hein, parce que finalement l'huile essentielle a vraiment été optimisée avec le développement du vase florentin par Della Porta au Moyen-Âge. Et donc, entre les deux, c'est assez compliqué de pouvoir situer. Alors, il y a pas mal de travaux très orientaux où on voit des ancêtres de l'alambic le placer dans le temps. Si ça se trouve, on se gourde d'un siècle. Hein, c'est assez compliqué. Mais voilà, ce serait époque mésopotamienne. Donc 3000 ans, vous dites? Ouais, facilement. Mais... voilà. Et certainement pas pour récupérer de l'huile essentielle, plutôt pour récupérer l'hydrolat et pas l'huile essentielle. Ouais, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On voyait à un moment le santal blanc et vous avez mis que c'était pour des raisons écologiques, du coup que c'était plus utilisé en parfumerie, que ça s'était perdu. Et je me demandais, en fait, vu que c'est encore beaucoup utilisé dans le commerce pour le faire brûler, si c'est une question de législation différente en fonction de l'utilisation. Aujourd'hui, il y a une réglementation internationale hein, pour le CITES, pour être plus simple, on peut retrouver la liste, où il y a un certain nombre d'espèces qui ont failli disparaître.
qui sont réglementées et qui font que d'autres filières se sont développées pour tout simplement préserver les ressources. Alors, santal blanc et bois de rose, par exemple, qui sont deux espèces un peu en tension, c'est pas dit que dans 20 ans, les choses s'améliorent et qu'on puisse reprélever. Mais là, il y a eu beaucoup de restrictions, d'où le développement du santal australien et d'autres espèces de santal pour proposer autre chose le temps, parce qu'on a failli perdre la ressource par la surexploitation. Donc aujourd'hui, pour la parfumerie, c'est très réglementé.